Voilà, bonjour tout le monde. Hello everyone. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette première virtuelle du film documentaire qui est intitulé Sur les chemins de la résilience au Bénin. Et ce film fait le tour des conséquences locales du changement climatique qui affecte directement la vie des gens, que ce soit à travers des inondations, des longues périodes de sécheresse ou encore l'élévation du niveau de la mer. Malheureusement, nous vivons dans un monde aujourd'hui où les crises se multiplient. The crises are numerous at this time, including climate change, obviously, and the progress that have been made by Benin are quite remarkable and needs to be highlighted. This virtual premiere of the documentary entitled On the Road to Resilience in Benin, which looks at the local consequences of climate change, which directly affects people's lives with major floods, long periods of droughts, and sea level rise. Unfortunately, there are crises happening all over the world today, including climate change, and the progress that Benin has made to address the impacts of climate change are worth noting. Je m'appelle Patrick Gerda, je suis membre du secrétariat du Réseau mondial de plan national d'adaptation, ou en anglais NAP Global Network, qui est hébergé au sein de l'Institut international du développement durable. So my name is Patrick Gerda. I am a member of the Secretariat for the National Adaptation Plan Global Network, which is hosted by the International Institute for Sustainable Development. Before we get started, this event is being simultaneously translated to English. You can choose the language option at the bottom of your Zoom window by clicking the globe that says interpretation. César, can you change the next slide, please? Et pour commencer, je tiens juste à vous dire que cet événement est traduit simultanément en anglais. Donc, vous pouvez choisir vos options linguistiques en bas de votre fenêtre Zoom en cliquant sur le globe avec l'étiquette interprétation. Donc, je vous laisse quelques secondes pour faire ces réglages. Et comme ça, parce que l'événement sera tout en français, mais comme ça, donc les non-francophones pourront également participer activement. Next slide, please. Alors, juste quelques remarques avant de commencer. C'est un film documentaire qui dure 25 minutes et il sera suivi d'une session de questions et réponses avec nos panélistes. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le réalisateur du film et deux membres du gouvernement du Bénin qui apparaissent dans le film que vous allez voir. Si vous avez des questions, commentaires ou problèmes techniques, n'hésitez pas à écrire à n'importe quel moment dans le chat et on vous aidera et les questions viendront par la suite. Donc, next slide, please. Alors, juste encore quelques mots pour situer un peu le contexte de ce film que vous allez voir. Just a few words to explain how the documentary was made. So, in partnership with NAP Global Network, while Benin is at the end of his process, the aim is to communicate how is the process going on in Benin and explain also what's the NAP process, whether it is for a local audience with stakeholders or with different departments, and also an international audience such as today's. So Benin choose to find 8 key development aspects, so water resources, agriculture, health, energy, forests and ecosystems, coasts, infrastructures, and tourism. So just a few words before we start. So NAP was was possible with some partners and with the partnership of the development department of the United Nations. So
As if you were at the theater, you can turn off the lights at home and watch the documentary. We'll talk after it very soon. Thank you. Des inondations meurtrières, un tarissement inquiétant des ressources en eau, des poches de sécheresse qui inquiètent, et l'océan qui gronde, menace, ronge et dévaste. Les changements climatiques sont là, avec des effets catastrophiques. Nos parents avaient des pratiques endogènes propres qui leur permettaient de faire face soit à une inondation, soit à une sécheresse, soit à de fortes chaleurs ou à des vents violents. Donc on les connaissait. Mais ce n'était pas documenté. Depuis les inondations historiques de 2010, il était devenu pressant d'apporter une réponse conséquente. Le Bénin et ses partenaires se sont lancés dans une course contre la montre. Les priorités ont changé. Une décennie après, la dynamique a changé dans tous les secteurs. De façon précise, la mise en œuvre systématique ou la conceptualisation de l'adaptation, comment nous devons mettre en œuvre l'application au sens de cette convention-là, a commencé dès l'entrée en vigueur de la convention, le 21 mars 1994. Donc le Bénin n'était pas encore parti. Mais dès que le Bénin est parti, le Bénin a pris le train en marche et a commencé ses premières mesures d'adaptation à partir de 1999 avec le projet CC-Train. Le projet CC-Train, c'est Climate Change Training, formation au changement climatique. Le cœur à l'ouvrage, ces producteurs apprêtent leur champ pour une nouvelle saison. Ici, à Kpataba, au flanc des collines de Savalou, ils se soucient de moins en moins des caprices de Dame Nature. Avec l'appui du projet ProSol, la confiance est revenue dans la terre. Nous y mis des ici on a d'autres qui nous condamnent mais ado amagbegande lebo mi do yo na fa ikun mi ton but ti ja mi do nu on te do fifa na pa ikun ba me but ti ko fifa mo we mo ene wole won mi aze dimbo ero te gbon mo ve support am mi do gbade mi so mo mi do mi so mo amo ko do protocol po di yon e pon tere mi o le kun do me la ga ero ko so yo nyo chopo yon we do raison ai voton bi yo mi awon e huo nu amaye ero no ino gbobro wututon o fifa ne bon d'accord no ti oji so ya ku a e kundo ni sun povla 21 journée on ko sentir e no do gbade o kakakai le atu fen de me so do e jiro mi on advising on dokunda ko hon e no do klo do groga e mo gban kande do klo ton un dokunda ko we be na bu kuna mi ona ifon pezion mi ba mi ka jetu doji ye ndoro ndo be blo pewe nko kan po ozi tinu konu kontan ja po ndo gbade o ti o so ja kaka be blo sun po gbade ni o e mo fifa me doro fi o e ton do nu a e ton kun de ani din beyon a. Au Bénin, l'agriculture contribue à 32% du produit intérieur brut et à 75% aux recettes d'exportation. Mais le secteur est encore tributaire des savoirs ancestraux et de l'humeur des saisons. Non seulement les pluies sont mal réparties, mais les hauteurs sont en baisse. Ces dernières décennies, les températures maximales ont, elles, accru d'environ plus d'1 degré Celsius et celles minimales ont augmenté d'environ plus 2 degrés Celsius. Dans ce contexte, s'adapter devient impérieux. Il y a la pratique de ressemis, c'est-à-dire on fait un premier semis
dans l'espoir que cela prospère. Mais si on constate que il y a baisse de précipitations et que ces cultures-là n'ont pas forcément la chance d'aller, de croître et d'aller à maturité, on fait d'autres semis. Et ça, c'est ce qu'on a appelé les ressemis. Ça permet en réalité d'avoir à terme une série de mêmes cultures, mais à des stades de développement différents dans le champ. Et ceci donne la chance, si entre-temps il y a une rupture de précipitation, les premiers semis peuvent croître jusqu'à la fin. S'il y a un peu plus de précipitation, ça peut porter peut-être atteinte à une catégorie de ces cultures-là dans le champ. Plusieurs initiatives portées aussi bien par l'État, les organisations internationales que la société civile ont permis d'amorcer la résilience. Mais le gouvernement du Bénin a vite compris qu'il faut intégrer les changements climatiques dans toutes les politiques, dans toutes les stratégies de développement. Et dans cette veine, le Fonds national pour l'environnement et le climat a été créé. Sa mission principale, c'est la mobilisation des ressources au niveau interne et la mobilisation des ressources internationales. Qu'entendons-nous par mobilisation des ressources internes? Ce sont les taxes écologiques qu'on appelle communément les écotaxes qui sont prélevées pour amener les populations à contribuer à la réparation des dommages et préjudices causés à l'environnement. Ces taxes sont collectées suivant le principe pollueur-payeur et c'est pour financer des projets d'adaptation. Et ces projets d'adaptation sont financés ici au FNEC à partir des appels à projets. D'abord, nous avons d'autres modes d'intervention. Il y a les appels à projets, il y a les interventions directes et l'initiative locale. L'initiative locale, c'est le financement de l'adaptation au changement climatique au niveau des communes. Nous avons commencé avec 3 communes. Après, nous sommes passés à 9 communes. Et je vais vous dire par la suite que avec l'accréditation du FNEC au Fonds vert pour le climat, nous passerons désormais à 28 communes. L'apport de la recherche scientifique a été déterminant. Faciliter l'accès à l'information agroclimatique, surtout en langue locale, est devenu aussi un défi pour créer la résilience. Dans plusieurs régions, comme ici à Tukuntuna, nombreux sont les producteurs qui puisent dans leur téléphone des outils pour s'adapter. Avec les applications des téléphones, ça nous montre au moins le temps que la pluie va venir et le temps qu'il n'en aura pas la pluie. Donc, si on voit les messages, on sait que bon, le temps là, si c'est demain ou bien si c'est après une semaine, non, la pluie va venir. Donc, tu te prépares. Le message vient en langue, en Wama. Donc, comme c'est pris en français, bon, ça nous aide beaucoup de choses. Ils ont besoin, par exemple, de savoir vraiment des informations liées au climat, les informations liées aux semences qui, par exemple, résistent à certaines conditions climatiques. Et donc, en termes d'outils, nous utilisons la messagerie vocale qui permet d'envoyer des messages vocaux en langue locale aux acteurs, donc des sensibilisations de masse. Nous avons aussi mis en place un dispositif de projection vidéo itinérante que nous avons appelé AgriMobile, qui permet en fait de passer de village en village pour projeter des vidéos sur des bonnes pratiques de culture, sur la demande climatique, dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Nous avons aussi développé une application pour pouvoir permettre aux producteurs d'avoir accès aux bonnes pratiques de production dans leur téléphone. Donc l'application, il s'agit de la détection des fiches techniques illustrées par des images et des vidéos qui permet au producteur qui est dans son champ de pouvoir faire recours à l'application en cas de besoin d'information. Donc c'est tous ces ensembles d'outils-là que nous mettons à la disposition des acteurs et c'est toujours en fonction de chaque acteur. Celui qui a un smartphone, on lui propose des solutions avec un smartphone. Celui qui a un téléphone simple, on utilise plus les vidéos que nous partons sur le téléphone ou bien la messagerie vocale pour pouvoir mieux les toucher. Donc de façon globale, si on fait le point de l'ensemble des outils que nous avons développés, on peut dire que nous avons dépassé la barre de 10 000 producteurs encadrés pour l'année 2021. Les risques ne sont pas limités qu'au secteur de l'agriculture. 8 secteurs ont été identifiés par le Plan national d'adaptation adopté en 2021. Nous avons travaillé avec des faisceaux nationaux, avec l'accompagnement de la GIZ et l'accompagnement du Programme des Nations Unies pour le développement. Avec la GIZ, nous avons réussi, grâce au projet d'appui scientifique au Plan national d'adaptation, à travailler sur 4 secteurs de vulnérabilité, à savoir le secteur de la santé, ressources en eau, agriculture et puis le littoral. Ces 4 secteurs sont des secteurs vulnérables que nous avons accompagnés avec des études pour documenter et remettre à l'échelle vraiment sur le plan scientifique afin de définir toutes les vulnérabilités dans ce domaine. Les 4 autres secteurs ont été pris en compte par le projet Plan national d'adaptation que nous avons traité avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit du secteur des infrastructures et aménagement urbain, il s'agit du secteur du tourisme, de la foresterie, il s'agit du secteur de l'énergie. Voilà les 8 domaines donc vulnérables au Bénin sur lesquels nous avons travaillé, documenté. Nous faisons face par exemple à la construction de retenues d'eau pour permettre aux populations qui s'adonnent au maraîchage par exemple d'avoir de l'eau en permanence et pour qu'on ait de ces cultures-là en permanence également. Nous faisons également des réhabilitations en termes d'ouvrages qui permettent, d'ouvrages de franchissement si vous voulez, qui permettent aux populations d'aller et de revenir et de transporter aisément leurs marchandises qui viennent des produits du champêtre. Nous faisons également, comme je l'ai dit, d'appui pour avoir des variétés vraiment résistantes au changement climatique pour que ces populations puissent les utiliser. Les questions de sécheresse, vous savez, lorsqu'on arrive à mobiliser des ressources en eau dans une zone où on a très peu, la pluviométrie ne répond plus comme cela se doit, vous voyez comment ce que cela peut créer au niveau de ces populations-là pour leur permettre vraiment de disposer de l'eau et de faire ces petits élevages. Nous faisons également de l'apiculture. Nous appuyons les producteurs également à faire de l'apiculture afin également de subvenir à leurs besoins. Donc voilà, en gros, si on peut parler de cas pratiques. Et ça, c'est une initiative qui est permanente. Et avec le partenaire, le Fonds d'équipement des Nations Unies, le Fonds national pour l'environnement également vient en appui pour apporter des ressources et permettre également à cette population vraiment de subvenir ou de faire face vraiment aux impacts néfastes des changements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller vers les transports communs. Dans les transports communs et ce qu'on appelle dans d'autres cieux le covoiturage. J'ai un véhicule, je vais à Papa, mon voisin lui va à Ganhi. Nous pouvons nous entendre pour utiliser un seul véhicule. Donc c'est ça, les transports en commun, évidemment, nos voies telles que c'était construit, ça ne permettait pas beaucoup d'utiliser les vélos, les moyens de transport qui ne polluent pas. Mais aujourd'hui, avec le programme d'asphaltage et autres là, je crois que on essaie de réserver des pistes cyclables et des pistes pour les véhicules à 4 roues et autres. Ça déjà, c'est un grand pas vers l'adaptation, surtout dans le domaine des transports. Le long de la côte,
la menace est persistante. Pendant longtemps, les populations ont vécu ici avec chaque soir la peur d'être envahies par les vagues et le lendemain, l'assurance d'en avoir encore pour quelques jours. La période des grandes marées est souvent cauchemardesque. Mais à l'est de Cotonou, après la construction des épis, l'enrochement de la côte et le rechargement en sable des segments sur le littoral, la sérénité est de retour. Près de 150 hectares de plage ont été reconstitués et une réserve de sable a été constituée pour des projets. Nous avons élaboré un plan d'investissement multisectoriel pour gérer la problématique de l'érosion côtière sur les 125 km de côte. Dans le cadre de l'élaboration de ce plan, 3 segments critiques ont été identifiés et devraient être sécurisés. Il y a le segment de côte à l'est de Cotonou, qui est la première priorité, la priorité numéro 1, qui a bénéficié donc d'une deuxième phase de protection côtière qui a démarré depuis janvier-février 2017. En dehors de ce segment, le segment de Ouida a été aussi caractérisé comme un segment récréo-touristique où on peut développer un fort potentiel balnéaire qui a été découvert. Sur ce segment, en dehors des activités touristiques qu'il fallait développer, il fallait les protéger en avance. D'où la protection côtière sur ce segment. Le troisième segment qui a été répertorié est celui transfrontalier de Lac-Ondi-Grand Popo, qui a été intégré donc dans le cadre d'un programme régional, WACA, au regard des accords internationaux. On n'a pas fait que remblayer les caissons, on a créé une plage supplémentaire de 150 mètres d'épaisseur pour donner, offrir aux populations la plage qu'elles ont perdue. Et c'est ce qui a effectivement amené, c'est un choix d'aménagement pour créer une zone d'activité balnéaire. Et c'est après ça que le chef d'État, en visitant ce terrain le 15 février 2018, a décidé que nous mettions également une petite digue immergée à Donatin, à PLM Alejo, Eldorado Beach Club. On a là aujourd'hui un lac marin de 50 hectares qui va bénéficier à l'infrastructure hôtelière qu'on est en train de vouloir installer. La mise en place d'un système d'alerte précoce, l'élaboration des plans de contingence et la synergie d'action entre les différents acteurs ont fait bouger les lignes. Les populations elles-mêmes réinventent leur mode de vie et de production. Avec la crue de 2010, les nouvelles constructions ont changé et les pilotis sont plus remontés. On a remonté un peu les constructions après la crue de 2010 et on a construit en conséquence de la montée des eaux de 2010 avant de faire les nouvelles constructions. Vous avez naturellement des pratiques magico-religieuses qui sont également utilisées comme stratégie d'adaptation aux phénomènes climatiques qui bouleversent la vie des paysans. À ce titre, vous avez des cérémonies qui sont organisées pour faire appel, n'est-ce pas, à la précipitation pendant qu'on l'attend et que ça ne vient pas. Et là, que ce soit du point de vue religion, endogène, que ce soit du point de vue religion, comment on peut l'appeler là maintenant, ou le christianisme, ou voilà, l'islam, voilà. Il y a de ces pratiques-là, de ces prières qu'on fait pour invoquer Dieu, donc de différentes manières, afin qu'il puisse envoyer les pluies pour pouvoir obtenir, n'est-ce pas, satisfaction du point de vue agricole. Épouses vulnérables du climat, les femmes attendent particulièrement d'être plus impliquées dans la résilience face au dérèglement climatique. Beaucoup d'actions sont en cours dans la mise en œuvre du plan d'action genre et changement climatique du Bénin.
le mode d'existence même des femmes sont impactés par les changements climatiques. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont doublement impactées. Si par exemple, à la maison, la femme doit aller chercher l'eau à n'importe quelle distance pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, c'est la femme qui le fait. Or, si les sources d'eau tarissent pour cause d'effet des changements climatiques, ça augmente la corvée de la femme dans la recherche de l'eau pour satisfaire aux besoins de sa famille. Donc, elles sont doublement impactées par les changements climatiques. Il y a le plan national d'adaptation du Bénin qui a été validé il y a quelques semaines et qui est en cours d'adoption en Conseil des ministres. Si vous parcourez le document, vous allez voir que nous avons fait l'effort d'intégrer le genre dans ce plan national d'adaptation. C'est déjà une avancée. Les projections climatiques ne sont pas rassurantes. Les signaux sont au rouge au niveau mondial et la vulnérabilité des pays de l'Afrique au sud du Sahara est sans cesse croissante. Les défis sont encore énormes sur les chemins de la résilience. Avant, l'agriculture était vraiment rudimentaire. On a de la peine pour cultiver, c'est la daba. Aujourd'hui, la vie, il y a une amélioration, une évolution de la vie. Il y a aujourd'hui il y a les matériels beaucoup plus évolués. Même il y a l'usage des tracteurs, si nous voulons emblaver un bon champ, ou bien même à la charrue, et les débroussailleuses, tout ça là. Donc si on peut avoir des moyens ou bien des projets qui peuvent nous aider à avoir ces matériels mécaniques qui vont nous permettre de cultiver, d'exploiter un peu plus. Si c'est le travail manuel, c'est difficile. Le paysan est fatigué, l'agriculture n'a pas la capacité de travailler beaucoup plus. Mais s'il y a ces moyens un peu mécaniques qui peuvent nous aider à améliorer de plus, je pense qu'on aurait mieux fait. On peut faire beaucoup plus de champs associés que restreints. Dans nos travaux, il n'y a pas de matériel. Même s'il y a la pluie avec la daba, tu vas une journée, le sol devient sec, tu ne pourras plus travailler. Mais s'il y avait des moyens, là, même s'il pleut un peu, là, dans une journée, tu peux travailler même 1 hectare ou bien 2 hectares. Plusieurs actions sont effectuées aujourd'hui pour permettre à notre population de pouvoir être plus résiliente, de pouvoir faire face, sans oublier aussi la croissance économique, parce que nous avons tout ceci. Le gouvernement a intégré dans la planification, la budgétisation de l'État, le gouvernement a intégré donc les changements climatiques. Il n'y a plus de politique ou de stratégie au Bénin qui ne tiennent pas compte des changements climatiques. Donc, c'est des avancées énormes que nous avons effectuées dans ce domaine en termes d'adaptation au changement climatique et en même temps en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parce que le Bénin, outre la loi sur les changements climatiques, a défini sa politique nationale en matière de changement climatique et sa stratégie de développement à faible intensité de carbone. Et tout ceci, donc, dans ce support donc, du programme d'action du gouvernement, nous ont permis de pouvoir embrasser ces 8 domaines et d'apporter des solutions. Il reste encore des choses à faire, ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministre du cadre de vie est très porté sur la finance climatique pour la mobilisation de ressources afin de faire face aux actes des changements climatiques. Tout ceci dépend des succès dans la mobilisation des ressources, la mise en œuvre des mesures d'adaptation et du respect du dispositif de suivi-évaluation proposé. Si on arrive à mobiliser les ressources dont nous avions besoin et que les projets qui vont sortir de ce programme-là sont bien exécutés, je crois que le Bénin va rentrer dans les pays qui s'adaptent effectivement au changement climatique. Tout le monde en est conscient, mais garde l'espoir d'une destination meilleure sur les chemins de la résilience.
Voilà, alors, on peut applaudir la réalisation de ce film depuis chez soi, je crois. On a vu de très beaux témoignages accompagnés de belles images et musiques. C'est pas toujours évident de communiquer effectivement sur le sujet de l'adaptation au changement climatique. Et je crois que ce film l'a vraiment très bien fait. Donc, bravo à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ce film. Nous allons donc maintenant passer à la session de questions et réponses. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez donc utiliser la boîte chat donc, pour poser vos questions et nous allons essayer d'en répondre un maximum. Je vais tout de même d'abord vous présenter donc, nos panélistes aujourd'hui. Et je vais d'ailleurs demander aux panélistes si c'est possible d'allumer vos caméras pour qu'on puisse vous voir. Donc, nous avons tout d'abord la présence de Monsieur Martin Pépin Aina, donc directeur général de l'environnement et du climat au Bénin, et que nous avons bien sûr vu dans ce film. Nous avons également la présence de Madame Priska Jimaja Ablet, point focal genre et changement climatique, également présente dans le film. Et enfin, Monsieur William Apollinaire Chucky, journaliste et réalisateur de ce film que vous venez de visualiser. Je vous présente également ma collègue Catherine Burge, qui est notre chef des communications au réseau mondial de PNA et qui va modérer cette session. Voilà, à toi Catherine. Merci beaucoup Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à nos panélistes de nous joindre aujourd'hui. Comme étant en charge des communications pour le réseau mondial de PNA, j'ai de l'expérience dans la communication des effets du changement climatique et des solutions d'adaptation. Et je peux dire que cela semble souvent répétitif et trop technique. Ce documentaire est une approche rafraîchissante de la promotion du processus du Plan national d'adaptation. Et je tiens à féliciter personnellement toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce film et à l'avancement du processus du PNA au Bénin. Pour notre public, assurez-vous d'utiliser la boîte de discussion dans Zoom pour poser vos questions ou partager vos commentaires. Pendant que vous rassemblez vos idées, je vais commencer avec vous, Monsieur William, si ça ne vous dérange pas, pendant que nous arrangeons ces problèmes techniques. Pour vous, j'aimerais savoir comment les médias locaux présentent-ils les politiques d'adaptation au Bénin? Et qu'est-ce qui peut être amélioré? Bon, vous savez, la plupart... d'abord, je tiens à vous remercier d'abord pour les touches très importantes que vous avez apportées au documentaire. J'ai vu que vous avez apporté une bonne touche et c'est bien. Moi, ça me fait beaucoup de bien. C'est bien. Ça permet aux gens de mieux comprendre, de lire. Même en voyant les images, on peut lire le commentaire et là, on comprend plus vite. Alors, revenons à votre question. Vous savez, la plupart des documents sont érigés en français. Donc, on fait l'effort de les traduire dans les langues locales. Et puis, les radios locales maintenant, puisqu'il y a des collègues qui parlent les langues locales, ils essaient de relayer cette information et cherchent aussi des experts qui aussi parlent ces langues. Et c'est avec ces experts qu'on essaie de communiquer. Et là, l'information passe et les populations à la base comprennent les efforts qui sont menés par rapport au changement climatique et pour rendre les populations plus résilientes face aux affres des changements climatiques. Il y a-t-il aussi peut-être une translation des termes techniques pour être mieux comprendre par les personnes dans les communautés? Bon, c'est vrai que parfois, il y a des termes difficiles à expliquer, mais on trouve quand même le juste milieu pour permettre aux gens de comprendre. Parce que quand on parle de changement climatique, dans nos langues, vous savez, chez nous au Bénin, il y a plusieurs langues qu'on parle. Donc, il y a des manières de l'expliquer aux gens. Et le phénomène s'explique aussi de lui-même parce qu'on le sent. Donc, les gens quand même trouvent les mots pour expliquer ce phénomène et puis les gens, ils finissent par comprendre. C'est un très bon point, oui. Pour vous, Madame Priska, si ça ne vous dérange pas, ce documentaire aborde des progrès réalisés pour rendre le processus de PNA au Bénin sensible au genre. Y a-t-il des développements qui n'ont pas été mentionnés dans le documentaire et que vous aimeriez partager maintenant? Merci beaucoup. Merci, comme je remerciais le réseau mondial au début de ma prise de parole avant que le TGEC n'intervienne. Vous savez, comme je l'ai dit dans le film,
les femmes sont doublement impactées par les changements climatiques, elles sont également porteuses de solutions face aux effets néfastes des changements climatiques, mais elles sont souvent absentes lors des prises de décision. C'est ainsi que, au cours du processus PNA, le réseau mondial des PNA a accompagné le Bénin à faire l'analyse de la prise en compte du genre dans le processus PNA, et ça a relevé un certain nombre de suffisances. Et prenons exemple sur ces insuffisances-là, il y a le Comité national des changements climatiques, et le décret qui régit le Comité national des changements climatiques qui a été actualisé. Et il y a des commissions qui ont été mises en place. Et parmi ces commissions, nous avons actuellement la commission genre et changement climatique qui s'occupe de toutes les questions relatives au genre et changement climatique. Également, par rapport à l'actualisation des contributions déterminées au niveau national qui reflètent l'engagement du pays à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a une étude également qui a été réalisée pour la prise en compte du genre dans les CDN actualisés. Donc, voilà un peu ce qui se fait. Également, nous menons des séances de sensibilisation à travers les masses médias, à la radio, à la télévision. Le réalisateur du film peut en témoigner parce qu'il nous a reçus plusieurs fois sur des émissions, que ce soit à la télé ou à la radio, pour sensibiliser les femmes et les filles sur leur rôle dans l'adaptation au changement climatique et aussi dans l'atténuation. Donc, voilà un peu ce que je peux ajouter par rapport à ce qui est déjà dit dans le film. Parfait. Il y avait une question dans la chat ici. Vous avez peut-être déjà répondu un peu, mais l'ACO Agbri aimerait savoir quels ont été les axes d'intervention en matière de genre. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire par rapport à ça. Intervention en matière de genre, nous nous basons sur le plan d'action genre et changement climatique qui comporte un certain nombre de priorités et certaines actions qui a été validé à la COP 23, actualisé à la COP 25. Donc, c'est ce plan d'action genre et changement climatique qui est notre boussole. Donc, toutes les activités que nous menons en relation avec le changement climatique s'inscrivent dans ce plan d'action genre et changement climatique. Nous avons également des réseaux d'ONG ou bien d'associations de femmes qui nous accompagnent dans les activités. Et comme vous le savez bien, le thème de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars, le thème est un thème relatif à la contribution des femmes dans la lutte contre les changements climatiques. Et à cet effet, nous sommes en train d'organiser une co-célébration avec le ministère de la Famille et des Affaires sociales, le ministère de l'Énergie, pour montrer comment faire même une présentation, sensibiliser les femmes sur comment, par rapport à la cuisson au foyer, comment les femmes peuvent participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, toutes nos actions rentrent en ligne de compte dans le plan d'adaptation au changement climatique qui intègre le genre et aussi le plan d'action genre et changement climatique. Ah, c'est parfait. Cette intégration, c'est tellement important. C'est bon à savoir. Il y a un main levé dans notre salle d'attente ici. Je vais peut-être donner la parole à Yao Landra pour vous demander votre question. Alors, Yao, Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Allô, oui. Alors, il y a le professeur qui dit qu'il est en ligne, hein, qu'il est là, qu'il essaie quand même de connecter, que ça ne passe pas bien. Et quand on l'a coupé, je ne sais pas, c'est à votre niveau ou bien c'est à son niveau que ça ne passe pas. Sinon, il est revenu. Je ne sais pas si vous pouvez donner la parole, quoi. Il est là.
Le professeur Aïna est là. OK, parfait. Et Yao, vous avez une question? Allô? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, je voudrais tous vous saluer et vous remercier pour le brillant documentaire que nous avons suivi. Donc, comme je le disais, j'ai une question concernant le prélèvement de l'écotaxe. Alors, je souhaiterais qu'on explique beaucoup plus en détail, si le temps nous permet, comment est-ce que ce prélèvement-là se fait de façon concrète. Parce que j'essaie de tourner dans ma tête comment l'imaginer. Je n'arrive pas à voir comment est-ce que ça peut se faire sans créer de troubles. Je signale que j'appelle de la Côte d'Ivoire. Je suis du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ensuite, je voudrais aussi apprécier la bonne pratique qui est celle de vulgariser les nouvelles trouvailles, enfin, de vulgariser la recherche en utilisant les langues locales à travers les téléphones mobiles, enfin les téléphones. Et puis, ma deuxième question, elle est relative à la protection côtière. Alors, comment est-ce que concrètement on a fait pour élargir les bandes de plage? Parce que dans le documentaire, j'ai vu qu'on est passé de 150 mètres à un peu plus de, si j'ai bien compris, hein, les bandes côtières, j'ai pu comprendre qu'elles ont été élargies. Donc, je voudrais savoir comment cela s'est fait concrètement. Merci, j'espère que mes questions ont été bien comprises. Oui, très bien, merci beaucoup. Monsieur Martin, je ne sais pas si vous pouvez nous joindre à ce temps. Je sais que vous auriez peut-être plus d'informations pour la deuxième question. Sinon, Madame Prisca, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ici. OK, merci beaucoup pour répondre aux questions de notre collègue de la Côte d'Ivoire. Le prélèvement des écotaxes, la direction qui s'en occupe, c'est le Fonds national pour l'environnement et le climat, qui n'était pas au début Fonds national pour l'environnement et le climat, c'était le Fonds national pour l'environnement. Et le prélèvement des écotaxes se fait à partir de toute importation de produits qui polluent l'environnement. Par exemple, quand on prend les pneus par exemple, c'est un exemple que je donne. Tout importateur de pneus au Bénin doit payer une taxe qui permettra de peut-être recycler les pneus usagés après. Donc, les taxes, c'est une loi des finances. Il y a le décret qui régit ce prélèvement-là, existe, le pourcentage et tout. Et le prélèvement se fait à la source. Et les fonds sont reversés dans un compte au trésor et c'est le trésor qui se charge de répartir ces fonds-là. Il y a une partie qui va au Fonds national pour l'environnement, une partie à la Direction générale de l'environnement et du climat, une partie à l'Agence béninoise pour l'environnement. Et c'est à l'avènement du climat, compte tenu de l'ampleur que prend les changements climatiques, que le Fonds national pour l'environnement a été transformé en Fonds national pour l'environnement et le climat. Et là, le fonds a été accrédité au Fonds vert pour le climat et au Fonds d'adaptation, donc est en mesure d'être entité de mise en œuvre des projets. Et par rapport au montant des projets, il y a un pourcentage qui est donné au fond pour pour permettre au fond les fonds de, comment on appelle, j'ai oublié le terme en tout cas, mais voilà comment ça se passe. Soit les écotages, j'ai donné l'exemple des pneus. Et il y a par exemple les sachets aussi. Il y a aujourd'hui une loi qui interdit l'importation des sachets au Bénin, mais au moment où cette loi n'existait pas, tous les importateurs de sachets doivent payer une taxe que nous appelons écotaxe qui est directement prélevée aussi. Donc, il y a la liste des produits sur lesquels les taxes-là sont perçues. Par rapport à la protection de la côte, comment on a pu élargir les bandes côtières, je ne sais pas si
directeur général de l'environnement et du climat est toujours en ligne. Il y a, au niveau de la direction générale de l'environnement et du climat, il y a des directions techniques. Donc, il y a une direction technique dénommée direction de la protection des côtes. Donc, c'est eux qui sont habilités, c'est vrai, c'est technique, je ne sais pas. Mais quand on met les épis, quand on dispose les épis, il y a engraissement d'un côté et il y a érosion de l'autre côté. Donc, ça dépend si le spécialiste était là, il allait mieux expliquer. Ouais. Je ne sais pas si le réalisateur, comme il est allé sur ouais, le je peux ajouter quelques informations. Ouais. Voilà. En fait, j'explique. La côte béninoise, elle est longue de 150 km. Et puis, tout à l'heure, le spécialiste le disait dans le documentaire, on l'a subdivisé en 3 segments. Il y a le segment Est, le segment Ouest et le segment Centre. Et quand on prend le segment Ouest, on sent qu'à ce niveau, il a conduit Grand Popo. Le segment Est, c'est vers la frontière avec le géant de l'Est, le Nigeria. Et le segment Centre, c'est vers la ville de Ouidah où on veut construire des digues. Et puis, l'État ayant constaté qu'il y a de l'érosion qui morcelle un peu, qui bouffe le territoire béninois, a installé des épis, ce qui a permis de gagner sur la mer. Donc, c'est la distance gagnée sur la mer qu'on indiquait, on a dit 150 mètres. Donc, c'est un peu cela, quoi. Et puis, quand on prend du côté Est aujourd'hui, c'est vrai que quand on va vers le Nigeria, on sent que l'érosion est plus poussée là-bas. Mais du fait qu'on a installé les épis, cela a réduit cette pression des vagues au niveau de cette côte. Donc, on gagne au fur et à mesure sur la mer. C'est cette distance que le technicien indiquait, il a dit 150 mètres. Donc, la côte béninoise, elle est longue de 150 km et nous gagnons sur la mer du côté ouest au moins 150 mètres. C'est cette explication que je pourrais donner. Par rapport à l'écotasse, je crois que Mme Priska a donné toute l'explication. Il y a des produits qui, à l'achat, les tasses sont intégrées. Donc, quand vous achetez déjà, on prélève tous ces sous qu'on verse dans un fonds au Trésor et c'est après que le Trésor le déverse directement au Fonds national pour l'environnement et le climat, le FNEC. Et c'est avec ces sous-là qu'on essaie de gérer tous les problèmes liés au changement climatique. Il a même expliqué qu'ils avaient commencé par travailler dans 3 communes, qu'ils ont élargi à 9 communes. Je crois aujourd'hui, ils doivent l'étendre à 23 communes pour toujours permettre à ces communes. 28 communes aujourd'hui. Donc, c'est toujours pour permettre à ces communes de bénéficier de ces fonds pour réduire la pression et rendre les populations plus résilientes face au changement climatique. Puisque le directeur de l'environnement est là, je laisse la parole pour donner plus de précision. Non, je voudrais d'abord présenter toutes mes excuses pour les va-et-vient au niveau de ma connexion aussi, qui ne me permettent pas donc de suivre de bout en bout. Pour l'explication qui est donnée sur la plage, c'est effectivement ça, mais c'est sur la largeur. La longueur est restée donc au niveau de la côte, mais c'est sur la largeur que nous gagnons. Parce qu'on a beaucoup perdu au niveau de la largeur, c'est-à-dire vers l'intérieur du continent, vers l'intérieur du Bénin. Et donc, c'est sur ça que nous avons gagné. Et pour ce qui concerne Ecotas, c'est prélevé directement par la douane. Donc, la douane, déjà au niveau des formalités, sur leur plateforme, tous les produits qui doivent subir l'Ecotas, la liste est donnée et renouvelée chaque année. Donc, il y a pneus, il y a véhicules usagés, il y a les batteries, il y a les piles. Donc, il y a plusieurs produits. Donc, tous ces produits sont référenciés et chaque année, nous faisons la revue donc, avec la douane et puis le Fonds national pour l'environnement et le climat et les tasses sont fixées. Aujourd'hui, nous voulons passer à une vitesse supérieure à l'intérieur en mettant les tasses sur tout ce qui est gaz à effet de serre, sur le crédit carbone. Donc, nous sommes en train de réviser. Et déjà, au niveau de la loi de finances 2021, l'État a exonéré tout ce qui est véhicules hybrides, électriques, donc qui atterrissent sur le territoire, histoire donc d'augmenter donc au niveau des autres véhicules les tasses pour pouvoir encourager les populations à aller vers des véhicules propres. En ce qui concerne l'adaptation, la première question, c'est à partir des 8 domaines de vulnérabilité. Donc, on a défini clairement notre adaptation, donc par des mesures prioritaires liées donc, à chaque domaine de vulnérabilité. Je voudrais juste compléter ça pour faire vite avant que la connexion ne m'abandonne. Merci.
Merci beaucoup. Ouais, je suis désolée pour les problèmes de connexion que vous avez, mais c'était très bien de vous on vous entendait très bien, puis ouais, c'était très bien dit. Merci beaucoup pour ça. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste, mais je veux continuer la discussion parce que ça a l'air qu'il y a des personnes qui ont des vraiment bonnes questions. J'aimerais donner la parole à Saturnin Kouman. Je vous donne la parole tout de suite pour vous demander votre question. OK, bonjour à tout le monde. Je voudrais m'associer aux autres pour féliciter vraiment l'équipe du Bénin qui a fait un travail formidable. Quand on regarde le film, ça donne vraiment de l'inspiration et donc félicitations à l'équipe du Bénin. Ma question, c'est de savoir, parce que lorsque j'ai suivi le documentaire, j'ai vu un groupe de femmes qui étaient en train de faire un rite pour implorer les dieux afin qu'il pleuve davantage. Voilà ce que j'ai compris. Alors, pour nous autres pays sahéliens, parce que moi je suis du Tchad, et pour nous autres pays sahéliens enclavés dans l'Afrique, on se dit le Bénin a plutôt un excès d'eau, parce qu'apparemment vous avez deux saisons, la petite saison et la grande saison. Et quand on implore encore les dieux pour avoir de l'eau, est-ce que ça ne va pas encore exagérer? Ça ne va pas encore faire plus de dégâts, parce que nous autres, nous n'avons que 3 mois de pluie sur 12, alors qu'au Bénin, il y a 2 saisons. Alors, expliquez-moi un peu qu'est-ce qui ne va pas, parce que ça, c'est un peu étonnant pour nous autres qui sommes vraiment pays sahéliens, parce que lorsque vous prenez par exemple l'indice Ndéguin, j'espère que tout le monde comprend Ndéguin, le Tchad est parmi les pays les plus vulnérables en matière de changement climatique. Et donc, lorsque je suis le documentaire, j'ai plutôt envie d'être dans la position du Bénin. C'est un peu vraiment ma question. Et par ailleurs, pour finir, je voudrais remercier également l'équipe du NAP Global parce qu'ils ont soutenu vraiment le Tchad à produire son premier plan national d'adaptation au changement climatique parce que je fais partie de l'équipe. Et donc, merci pour cet appui qui nous a permis d'avoir notre premier document. Merci. Ah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez bien compris la question? Oui, enfin, moi, je peux donner une réponse banale à cette question. Bon, c'est vrai qu'on a 2 saisons, je suis d'accord. Vous savez, aujourd'hui, avec les changements climatiques, quand je prends la grande saison qui doit durer 5 à 6 mois de pluie, aujourd'hui, ça dure peut-être 3 mois. Or, les producteurs étaient habitués à avoir de la pluie sur une longue durée, mais ils n'ont plus sur une longue durée, sur une courte durée. Donc, s'ils prient davantage ces femmes pour que la pluie tombe abondamment, je crois que c'est une bénéfice pour ces femmes. Donc, c'est la réponse peut-être que je pourrais donner. On est habitué, c'est vrai, on a 2 saisons, mais quand ça se réduit, il y a quand même une crainte qui s'empare de tout le monde. C'est la même situation aussi que vivent les populations béninoises et aussi par rapport au changement climatique. C'est l'explication que je pourrais donner. Certainement que Mme Dimandia et le professeur Aïna aussi ont des compléments à donner par rapport à la question. Avant que la connexion ne coûte, Mme Dimandia, je vais juste dire un petit mot. Il n'y a pas que la pluie, il y a le stress hydrique, le déplacement de l'eau. Des zones qui hier étaient inondées, aujourd'hui sont devenues des zones sèches. Donc, il y a cette problématique qui s'ajoute. Il faut dire que l'agriculture béninoise est beaucoup plus dépendante de la pluie. Et donc, dès qu'il y a quelques millimètres qui manquent, donc la population tombe dans ce vide. Voilà pourquoi ces femmes-là sont en train d'implorer leur Dieu, mais c'est des rites traditionnels qui parfois n'ont même pas d'impact sur ce que nous vivons sur le plan scientifique. Madame Dimandia, je te laisse la parole. OK, merci beaucoup déjà. J'espère que tout a été dit. Hein, tout a été dit. Et juste que je vais ajouter que c'est des croyances. C'est pour parfois aussi faire bonne conscience qu'on évoque son Dieu pour lui demander ce qu'on a en manque. Donc, parfois, ça n'a vraiment pas d'impact sur les précipitations ou bien ce qu'on invoque, on n'a toujours pas le résultat, mais parfois, on a les résultats aussi. Donc, ça fait partie des pratiques endogènes de lutte, d'adaptation au changement climatique. C'est tout ce que j'ai à ajouter. Merci. Merci beaucoup. Je
crois que... Je voudrais, s'il vous plaît, il y avait une question par rapport à comment les populations arrivent à comprendre les thèmes techniques de changement climatique en langue locale. Il y a un professeur, le professeur Bokono Ganta, qui a fait sortir un lexique et il a traduit dans certaines langues locales les thèmes techniques. Donc, le document existe, il a traduit en bâtonnou, en tout cas, dans certaines langues, il a fait, ça existe, et il fait la vulgarisation de ces thèmes techniques-là dans les langues locales. Ah, c'est excellent, ça. Parfait. Peut-être je pourrais demander une dernière question à M. William par rapport au documentaire. J'aimerais savoir comment s'est déroulé le processus de recherche pour découvrir les personnes et leurs histoires présentées dans le film. Peut-être vous pouvez élaborer un peu sur le processus de production. Bon, merci beaucoup, Madame Catherine. Vous savez, je suis journaliste et ma spécialité, c'est les questions liées à l'environnement et au développement durable. Donc, j'avais la chance déjà d'aller en contact de ces populations, de ces communautés qui vivent de manière différente ces méfaits des changements climatiques. Et puis, puisque le document est arrivé, donc, ça m'est plus facile d'aller vers ces communautés. Et aussi, il faut dire que l'aide du ministère du cadre de vie m'a été vraiment très importante, Madame Dimadia, parce qu'elle aussi, elle travaille avec les femmes. Donc, ça m'a permis de rentrer en contact avec beaucoup de communautés de femmes. Pareil aussi avec le professeur Aïna, qui, dans les descentes, ont rencontré beaucoup de gens. Tout à l'heure, elle a parlé du professeur Bokono Ganta, qui a pu traduire dans des mots justes ce que ça veut dire changement climatique, sécheresse et autres. Donc, c'est avec ces gens-là que j'ai pu travailler, qui m'ont permis quand même de toucher un plus large éventail de personnes, qui m'ont permis d'avoir toutes ces informations. Il faut dire aussi qu'on a aussi, c'est basé aussi sur la documentation. C'est le premier aspect de la chose. On a d'abord beaucoup lu. On a recueilli beaucoup de documents qu'on a lus et ça nous a permis quand même de pouvoir faire la sélection après et de pouvoir toucher les points les plus saillants, quoi, qui pourraient donner une valeur vraiment appréciable à ce documentaire que vous avez vu. Donc, c'est un peu ce qu'on a pu faire pour pouvoir toucher le grand nombre de personnes que vous avez dans le documentaire. Je ne sais pas si ma réponse vous a satisfait. Hein? Oui, c'est très intéressant. C'est comme vous avez trouvé des histoires dans ces documents techniques. Puis ce que vous a commencé ce documentaire, non? C'est très intéressant, merci. D'accord. Bon, mais nous avons une autre question, puis je pense que je vais donner la parole maintenant à Bian Pabé Patalet. Je suis très désolée si j'ai mal dit votre nom. Merci, Catherine. Vous avez bien prononcé le nom. C'est un nom aussi difficile comme un nom béninois. Bon, ça va. Je voudrais un peu avoir une idée sur l'itinéraire de l'information des paysans qui causait bien avec des agents encadreurs sur ce qui est des prévisions du temps, des actions à entreprendre par rapport au comportement du temps. Je voudrais simplement qu'on me donne une possibilité de voir comment chemine l'information des pourvoyeurs des données, c'est-à-dire le service climatique, disons l'Agence béninoise de la météorologie et d'autres qui font le conseil pour aller jusqu'au bord champ. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Moi j'avoue que je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien cerné la question. Vous pouvez reprendre ça autrement, votre question? Oui, je demandais simplement le circuit de l'information. C'est-à-dire, une fois l'information élaborée au niveau des services climatiques, comment vous arriviez à faire en sorte que ça parvienne jusqu'aux paysans, disons les utilisateurs finaux? Parce que j'ai vu que les paysans étaient en train de causer sur les smartphones, d'autres étaient en train d'échanger avec les agents d'encadrement. Je voudrais savoir comment les informations cheminaient jusqu'à pour arriver à ce niveau-là. Le dispositif est comment, la dissémination des... Moi, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, avec l'éthique, c'est une grande chance pour nous de pouvoir faire cette diffusion d'informations, quittant même le sommet et aller à la base.
Et puis, je pourrais dire que l'agence de la météo travaille avec beaucoup de structures qui recueillent ces informations. Vous avez vu, par exemple, il y a un gestionnaire de TIC qui travaille avec les paysans dans la commune de Tuputunan, c'est au nord du Bénin, qui, lui, à son niveau, quand il recueille les informations, eux, ils arrivent à les traduire, de comprendre l'information plus facilement. Parce qu'eux aussi parlent la langue. Donc, en le traduisant, ça permet aux gens d'avoir l'information directement, au lieu que ce soit d'abord en français, avant qu'on puisse le traduire dans la langue locale. Donc, c'est plus direct. Le travail est fait au niveau de cette agence qui essaie de traduire rapidement. Quand ils prennent les informations au niveau de l'agence de la météo, ils traduisent ça dans la langue du milieu qui transfère aux paysans dans la zone. Je crois que c'est comme ça aussi que les gens aussi le font dans d'autres localités où on ne parle pas la même langue, soit c'est le fon, soit c'est le bariba, soit c'est le dindi. Et puis, ça permet aux populations à la base d'avoir l'information directement. Je ne sais pas si Mme Dimadja a quelque chose qu'elle pourrait ajouter, peut-être comme complément d'information. Ce que j'ai juste à ajouter, c'est un système de télétransmission. Il y a la météo Bénin, il y a l'Agence nationale de protection civile et il y a aussi la Direction générale de l'eau. Il y a ces trois directions-là qui constituent une plateforme où les messages qui sont reçus directement sur le terrain sont transmis sur un serveur et c'est de là que qui fait d'abord un travail à son niveau, qui traduit les informations dans les différentes langues et ils ont déjà la plateforme des producteurs par langue. Donc, c'est de là que les informations quittent pour atterrir sur les smartphones des producteurs. Et en dehors de ça, dans le film documentaire, vous avez vu que les localités où ils n'ont pas accès au téléphone portable, il y a des séances qui se font sur des écrans où les populations, les agriculteurs viennent à des séances pour recevoir les informations relatives au climat et à la sécheresse. Voilà ce que je pouvais ajouter. Je pourrais dire qu'il y a des gens qui ont pris ce service-là. Eux, leur rôle, c'est de prendre les informations au niveau de la météo et à leur niveau, ils traduisent tout en langue et ils permettent aux producteurs de s'abonner. Il paraît que par mois, ils ne payent que 25 francs CFA, ce qui est pratiquement rien. Donc, chaque fois qu'il y a des informations, eux, ils les balancent ça sur leur portable. Il y a aussi des descentes, comme l'a dit Mme Dimadja, ils descendent dans ces localités. Il y a un écran géant qu'on joue aux gens et puis ils comprennent l'information. Mais ce qui est plus facile, c'est par rapport au téléphone. Que ce soit les Android ou les téléphones simples, vous avez l'information suffisamment de taper et puis toute l'information est traduite dans votre langue et puis vous l'avez facilement et puis là, ça vous facilite toute l'information par rapport au changement climatique et aussi par rapport au prix des spéculations agricoles. Ah, parfait. C'est tellement important d'être sûr que tout le monde peut comprendre l'information que vous leur donnez aussi. OK, alors je crois que c'est tout le temps que nous avons pour les questions-réponses aujourd'hui. Madame Prisca, si vous avez des dernières réflexions, vous les partagez avec nous. Mon micro était entre-temps fermé. Je crois que le réseau a lâché encore le directeur général de l'environnement et du climat. Et moi, je voudrais remercier une fois encore le réseau mondial des PNA qui nous a vraiment appuyés dans la réalisation de ce film documentaire, dans l'analyse dans le processus PNA, dans également l'élaboration de la communication relative à l'adaptation au Bénin, et qui est, comment on appelle, le film traduit en son et en image le contenu de ce document que nous avons validé il y a quelques jours, toujours grâce à l'appui du Réseau mondial des PNA. Nous sommes en train de préparer nos ateliers départementaux et nationaux sur la vulgarisation
de notre PNA qui est l'utilisation des ressources où nous irons expliquer le contenu de ce document dans le département, dans nos différentes communes pour susciter au niveau de ces communes-là l'élaboration des projets, vont traduire les options d'adaptation en projets pour pouvoir vraiment s'adapter au changement climatique. Donc, vraiment, nous tenons sincèrement à remercier le Réseau mondial des PNA pour tout cet appui dont le Bénin bénéficie. Et voilà, remercier également le réseau pour avoir partagé l'expérience du Bénin à travers ce film documentaire qui est en train d'être suivi au Canada, en tout cas partout dans le monde. J'ai reçu dans le chat les félicitations de plusieurs collègues. Vraiment infiniment merci. Et nous allons continuer à vraiment travailler pour que le Bénin soit réellement, s'adapte réellement les populations, la souffrance des populations par rapport aux effets néfastes des changements climatiques soit vraiment atténuée. Voilà ce que je voudrais dire comme remerciement par rapport à tout l'appui dont... Alors, merci à tout le monde pour vos questions et merci à nos panélistes d'être ici avec nous aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à Patrick pour fermer la... Oui, merci Catherine. Très rapidement, encore une fois, merci à tous nos panélistes. C'était vraiment une discussion très intéressante et ça a apporté beaucoup d'informations supplémentaires par rapport au film et c'était enrichissant. Donc, je voulais juste encore vous encourager à consulter le site du Réseau mondial de PNA ou NAP Global Network et de vous connecter avec nous sur les réseaux sociaux pour rester au courant de nos autres événements et toute autre publication liée au processus de PNA, que ce soit en français ou en anglais. Et bien sûr, donc, il y a ces documents donc, mentionnés, par exemple, cette étude sur le genre qui a été faite au Bénin, que vous pouvez consulter sur notre site. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et au revoir.